Qu'est-ce qu'il y a à dire, deuxième conf de l'année. Cette fois, on a voulu mettre un peu l'accent sur ce qu'on ne fait pas forcément, je ne sais pas si on l'avait fait l'année dernière, mais sur l'intégration. Il y a des choses intéressantes en intégration, on va essayer de le voir ce soir. Juste pour info, qui je suis? Je m'appelle Enguerrand Weiss. C'est mon boulot, enfin mon cœur de métier c'est l'interface, le développement d'interface. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que BEM, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années maintenant, et sur lequel je suis passé, sur mes projets en production, avec beaucoup d'avantages. Et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer ce soir, et je vais essayer de vous convaincre surtout. Comment est-ce qu'on va voir ça? Déjà, de voir à quel problème répond BEM ou d'autres méthodologies de nommage ou méthodologie de façon générale en CSS. C'est quoi le problème? Ensuite, je vais vous présenter BEM, ce que c'est, concrètement et en théorie. Et avec ça, je vais vous présenter aussi les avantages en fait, du truc, forcément, les avantages de la méthode, en même temps que je vous présente. D'ailleurs, je vous présenterai les limites, il y en a. Justement, après avoir mis des choses en production, il y a des choses que je me suis rendu compte. Donc, je vais essayer de vous les montrer aussi, pour que vous partiez quand même la fleur au fusil et vous pétiez le nez contre quelque chose. Et essayer aussi de voir un peu ce qui se passe, comment BEM se place par rapport à OCSS et les autres. Il y a d'autres méthodologies côté front-end à ce niveau-là, et qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça se met en place par rapport à BEM. Déjà, le premier truc. Quand on parle de BEM, on parle de CSS, on parle de nommage de classe essentiellement, et déjà, la première chose qu'on va essayer de voir, c'est le problème. Qu'est-ce que c'est le problème dans tout ça? Et déjà, bon, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un vrai problème? Pour moi, oui. Parce que CSS, il y a plein de bonnes choses dans CSS qui font que, pour beaucoup de gens, c'est vachement bien. Parce que c'est un langage qu'on va dire simple. Je mets plein de guillemets autour de simple. Je ne les ai pas mis dans la presse, mais je les mets à l'oral. CSS, ça ne produit jamais d'erreur. Vous ne faites jamais d'erreur avec CSS. Donc c'est cool. En tout cas, vous ne pouvez jamais savoir quand vous faites d'erreur. Il y a 1000 solutions pour un problème. Et il y a toujours moyen, quand on a un problème, des façons les plus propres aux façons les plus sales, il y a toujours un moyen de faire ce qu'on va faire en CSS. Et CSS, c'est mal pour les mêmes raisons. Parce que ça ne produit jamais d'erreur. On ne sait jamais quand on fait quelque chose de bien et quand on fait quelque chose de mal. C'est selon un référentiel qu'on va donner, sinon il n'y a pas d'erreur. Il y a toujours 1000 solutions pour un problème, et dans ces 1000 solutions, encore, quand je dis 1000, il y en a beaucoup plus, je pense que vous vous rendez compte. Toutes ces solutions ne sont pas bonnes. Toutes ces solutions vont permettre d'avoir le rendu désiré, mais elles ne sont pas forcément bonnes pour le projet. Et il y a toujours un moyen de contourner le problème, et quand on parle de contourner un problème, généralement on parle de techniques un peu plus sales en CSS, et ça c'est pas forcément une bonne chose, il vaut mieux régler le problème que le contourner. Tout ça, ça découle du fait que CSS n'impose pas grand chose. Et il y a quelques règles permettent, comme le fait que des identifiants ne peuvent pas commencer par des nombres, des choses comme ça, mais sinon il n'y a pas grand chose. Et l'autre raison, c'est que CSS applique ses règles, et donc les propriétés qu'on va donner à des éléments, selon plusieurs logiques. La spécificité, l'héritage, le type de déclaration. Et ça, c'est une autre grosse difficulté, parce que ça fait 3 sources de règles qui peuvent donner de la mise en forme à nos éléments, 3 sources à contrôler. Et donc, bon, tout ça, c'est la forme et la faiblesse. Alors, c'est la force et la faiblesse. Je n'ai pas relu ma présentation. C'est la première fois que je la fais, alors forcément, il y aura plein de fautes. C'est la souplesse du langage. Chacun fait ce qu'il veut avec. Bon, comme on fait ce qu'on veut, comme on aime comme on veut, et comme on obtient le moyen pour arriver au rendu est propre à chacun, il y a autant, on va dire qu'il y a autant de solutions qu'il y a de personnes. Sauf qu'on ne réfléchit pas tous de la même manière, et ça c'est un vrai problème.
C'est un problème dans plusieurs cas de figure. Parce que à un certain moment dans un projet web, vous allez avoir besoin de pouvoir réutiliser votre code CSS. Ça, c'est la première raison. La réutilisabilité du code. C'est quelque chose de très important dans tous les projets informatiques. Et dans le web, CSS fait pas exception. Vous avez besoin d'avoir un produit modulable. C'est-à-dire que, concrètement, l'ordre des éléments, si on les change, il n'y a rien qui pète. Alors, ça, c'est pareil, ça paraît assez logique en termes de programmation informatique, mais c'est assez rare en fait en CSS. Dès qu'on change la structure HTML, déjà, si on croise les doigts pour que tout marche convenablement. Et vous avez besoin de travailler à plusieurs sur du CSS, comme je vous l'ai dit, c'est que à partir du moment où il y a plein de solutions à un même problème et plein de moyens d'arriver à ce résultat, et ben, ces façons de faire vont pas être communes pour tous les intervenants. Si vous avez une équipe de plusieurs personnes qui travaillent sur l'interface en intégration, ben, si vous n'avez pas de règles communes, ça devient un peu la foire. Et le dernier truc qui est non négligeable, c'est, on va dire en termes de maintenabilité, vous avez besoin d'en reprendre du code CSS, soit le vôtre, soit celui de quelqu'un d'autre, quand vous reprenez le projet de quelqu'un d'autre plus tard. Ça, c'est pas négligeable. Parce que si ça manque de lisibilité, si ça manque si vous ne savez pas où vous en êtes dans votre code, ben, vous aurez des problèmes à le reprendre. Les symptômes. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Ça, je pense que pour ceux qui font de l'intégration, qui ont déjà repris un projet qui comprend de l'intégration web, vous avez déjà dû tous avoir au moins un des symptômes de ce problème. C'est impossible de retrouver le nom d'un élément d'une classe, impossible de créer en fait un sélecteur pour appliquer les modifications que vous voulez. Difficulté à surcharger une règle CSS, c'est la même chose, avec l'usage du importante en dernier cas. Plus le produit grossit, plus il devient difficile à maintenir. Ça, c'est une autre... Quand vous nommez mal du code, enfin, c'est dans tout langage informatique comme ça, quand vous nommez mal du code, quand vous avez peu de rigueur et pas de règles communes pour les différents intervenants, ben, ça devient compliqué de faire grossir. Et le dernier, ça c'est mon préféré, c'est que vous n'avez même pas envie de toucher une feuille de style, de peur que ça pète. Et ça, c'est très régulier de voir ça. Quand je reprends des projets, des fois moi des vieux projets, j'ai fait il y a plusieurs années, ou des projets de quelqu'un d'autre, des fois vous mettez en retrait un peu et vous avez peur que l'ordinateur vous pète dans les mains, si c'était possible. Les solutions à ce problème-là, il n'y en a pas 36. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de logiciel qui fait tout, il n'y a pas de programme qui va le faire pour vous. C'est de la méthodologie et de la rigueur. C'est là qu'intervient Dev. Alors Dev, pour ceux qui ne le savent pas, si vous n'avez pas cherché avant de venir, ce qui est normal parce que je suis là pour ça aussi, Dev, ça veut dire bloc élément modifieur. C'est la base de la méthodologie Dev. C'est les trois notions de base de cette méthodologie. Et on va essayer de les voir un peu. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est pas une librairie, c'est pas un framework, et ça s'installe pas. Il n'y a pas de... Vous n'allez pas faire un yarn add ben, ça ne marchera pas, il n'y a aucun intérêt. Parce que le seul intérêt de BEM, c'est que c'est une méthodologie à apprendre et une rigueur à adopter. Une méthodologie qui va consister, qui va aider à créer et partager du code côté client via un système de nommage de classe, par exemple. Et voilà, c'est tout. Je pense qu'à ce stade-là, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur BEM, c'est uniquement ça. Une façon de nommer des classes, afin de les partager, afin de les réutiliser, afin de pouvoir bosser avec des gens. Alors, plutôt dans la journée, j'ai ajouté ça pour que ce soit plus clair dès le départ, pour que vous voyez les bénéfices avant-après. Ça, c'est du code qu'on va pouvoir retrouver très régulièrement dans des sites web, avec une profondeur tant que vous voulez, dans les sélecteurs CSS, avec du important, on peut le voir.
C'est pas... je vois ça régulièrement, et sans dire que c'est sale, c'est quand même pas très pratique. Là, par exemple, à partir du moment où vous ajoutez une classe blue à un élément, bah, il est bleu. La couleur du texte, en tout cas, qu'il contient, est bleue. Et si vous voulez surcharger ça, bah, il faudra un autre important derrière, et cette espèce d'effet boule de neige que vous allez avoir va être très dommageable pour la maintenance de votre projet. L'idée là-dedans, c'est de voir que on peut s'affranchir de tout ça, on peut s'affranchir de... Parce que même les niveaux de profondeur de sélecteurs CSS, dans les bonnes pratiques, on recommande 2 ou 3 grands max. En avoir plus, là par exemple, c'est un truc qu'on voit souvent, des sous-menus qui sont rendus différemment du menu principal. Mais ça, pour savoir que c'est un sous-menu, c'est quand même assez compliqué au niveau lisibilité. Et donc après, avec BEM, qu'est-ce que ça donne? On a des sélecteurs uniques, une profondeur unique, des sélecteurs de classe, une spécificité unique aussi. Il n'y a que des sélecteurs de classe. J'ai pas de mélange d'ID, de classes, d'éléments avec des ID, d'éléments avec des classes, des choses comme ça. Non, il n'y a que des classes. Et après, ben, bon, on va rentrer dans le détail après, mais le truc bizarre dans l'histoire, ouais, c'est double underscore, c'est double tiré, tout ça. Ça, c'est la petite spécificité du truc. Bon, si on reprend quand même, BEM, bloc, élément modifieur. Est-ce que je les présente derrière? Oui, je les présente derrière quand même. Et donc, la méthodologie de base propose ça. 3 types de choses qui peuvent constituer un sélecteur CSS et une classe HTML. Et derrière, une nomenclature de séparateurs pour ces entités. J'ai mis entité parce que élément, si je mettais élément, ça aurait pu être un élément BEM, ça aurait pu être un élément HTML. J'ai mis entité. Ça, c'est peut-être plus clair. Et dans la nomenclature de base, ce qui est proposé, c'est que le bloc vient en premier, l'élément vient en deuxième s'il y a un élément, avec 2 underscores derrière. Ça, c'est vraiment le séparateur qui va indiquer la présence d'un élément. Et derrière, le séparateur qui va indiquer la présence d'un modifieur. Jusque-là, c'est clair. Bon. On a vu comment on pouvait construire un sélecteur CSS avec un bloc, un élément, un modifieur. Maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est tout l'intérêt du truc quand même. Le bloc, ça va être un élément individuel. Moi, j'aime bien le penser comme un composant. Si vous avez plus l'habitude, dans des technos qui vont faire surtout de la vue, je pense notamment en React, ou beaucoup de choses en JavaScript aussi, certainement en PHP ou dans le langage côté serveur qui font ça aussi, mais voilà. C'est, on va dire, une unité d'information, quelque chose qui va pouvoir être réutilisé, quelque chose qui doit pouvoir d'ailleurs être réutilisé, qui peut fonctionner tout seul sans les autres. L'élément, ça va être l'enfant d'un bloc, et il a de sens que dans le bloc. Si on l'enlève du bloc, cet élément, il ne marche plus. Il ne doit pas avoir de sens, il ne doit pas pouvoir être utilisé sans être dans son bloc. C'est-à-dire dans la structure HTML, dans son bloc. Et le modifieur, ça va être une variante de cet élément, selon l'état, le contexte d'où en est la vue à ce moment-là, d'où en est le composant, etc. Soit, par exemple, en chargement. Un élément en chargement, un bloc qui est en chargement, il pourra avoir un modifieur, loading ou isLoading ou un truc comme ça. Je ne sais pas si je le dis après. Je pense surtout aux modifieurs. Les modifieurs, parce que ça c'est le cas dans OCSS ou dans d'autres, et certains aussi adoptent cette pratique, d'appliquer dans une classe CSS, de créer une classe CSS selon un rendu graphique qu'il faudrait. On l'a vu tout à l'heure quand je mettais blue ou uppercase. Vous voyez que dans BEM, ça je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que le rendu graphique n'a pas d'intérêt. Ça va être le changement de contexte, le changement d'état ou des choses comme ça qui vont imposer un changement graphique, mais pas l'inverse. Donc pour BEM, on reste à ce niveau-là. S'il y a un changement d'état, une variation, par exemple,
Là, j'ai présenté un article, on change de catégorie et la catégorie a besoin d'un rendu différent. On va proposer un modifieur adapté à cette catégorie. Mais pas lui dire qu'il est en vert et en uppercase ou des choses comme ça. Ça n'aurait pas de sens et ça serait pas très réutilisable en fait. Là, je vous ai mis un exemple. Parce que moi, c'est comme ça. Enfin, un des intérêts de BEM aussi, mais ça je le précise à la fin, c'est que ça permet déjà en plus de bien lire l'interface avant de l'intégrer même. Et ça, c'est pas négligeable. Là, je vous ai mis un exemple, je ne sais pas si ça se voit bien, c'est peut-être un peu petit, d'un exemple d'article bidon avec un chat. Et comment est-ce que moi je décomposerais en fait, avant tout, même avant de penser au code ou quoi, avant de... Comment est-ce que je visualiserais le composant et ses éléments à l'intérieur. Il y a un article, enfin une miniature d'article, un titre d'article, des méta d'article et le contenu. Et voilà, indépendamment, et c'est ça qui est intéressant, on va le voir aussi dans BEM, indépendamment de la structure HTML que je vais lui donner, j'ai une visibilité sur l'interface et je sais déjà quel bloc et élément je vais avoir dans mon unité d'information. Ça, je l'ai dit vite fait, mais c'est vrai que j'y ai repensé tout à l'heure. Enfin, quand je parle de bloc BEM, ça n'a pas de rapport avec des éléments de type bloc HTML. C'est une notion complètement différente. Je le dis pour éviter des amalgames. Et pareil, les éléments BEM, ce n'est pas des éléments HTML, c'est une notion qui est propre à BEM d'éléments, élément qui est lié au bloc. Quand on a vu ça, c'était vraiment la base de BEM. Et dans l'exemple que je vous ai donné juste au-dessus, en fait, il n'y avait pas de modifieur. Mais dans un premier temps, c'est pas franchement utile. C'est utile quand on a de la visibilité sur tout le projet pour voir les différents types d'articles, les différents types de boutons, des choses comme ça, mais dans un premier temps, c'est pas forcément utile. L'autre chose, je vous ai dit que de base, pour identifier un élément par rapport à son bloc, on met un séparateur et un double underscore. C'est pas forcé. Vous pouvez choisir le séparateur que vous voulez. D'autres proposent d'autres façons qui sont plus lisibles pour eux, qui sont plus lisibles dans leur équipe, peut-être par rapport aussi à l'internationalisation. Peut-être que pour les Russes, c'est plus simple la visibilité s'ils mettent un autre séparateur que ceux qui sont proposés de base. Mais rien n'est imposé, donc vous pouvez proposer les séparateurs que vous voulez. Merci, Salah. De la même façon, il n'y a pas de... Là, moi, dans ce que je faisais, et là, ce que je remets encore, j'utilise beaucoup de kebab case, mais vous n'êtes pas obligé. Vraiment, le choix de la casse, enfin, le choix de la casse pour les sélecteurs, enfin, pour les blocs, les éléments et trucs, c'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez après utiliser ce que vous voulez. Soit avec des séparateurs majuscules, etc. Il n'y a rien d'imposé. L'idée, c'est que, de toute façon, quand vous adoptez une méthodologie comme ça, c'est que tout le monde soit d'accord dans l'équipe. Il ne faut pas imposer quelque chose et que les gens ne soient pas d'accord sur les séparateurs, sur les conventions d'image et tout, ça n'aurait pas d'intérêt. Ça doit être adopté par une équipe. Il y a un truc, au départ, moi au départ j'utilisais au CSS parce qu'en fait j'avais du mal avec la logique des composants. Parce que pour moi, quand on faisait de l'intégration, la feuille de style, elle était centralisée, on va dire, et elle s'appliquait sur des interfaces. Et donc cette logique de composants qui s'est répandue, surtout côté JavaScript, avec CSS in JS et des choses comme ça, au départ je voyais ça d'un assez mauvais œil, et puis en fait, ça me plaît bien. Ce qu'il y a à se dire là-dedans, c'est que cette méthode, elle ne sort pas de nulle part, c'est une logique qui est plus globale dans la programmation web, qui est de faire des composants. Et BEM, c'est complètement ça. Quand on parle de bloc, on parle quasiment de composants. C'est quasiment la même définition. Alors, et puis d'ailleurs, je parle en programmation informatique, mais en fait, si vous pensez aussi en termes d'interface pure, maquette graphique, la mode, enfin je ne sais pas si c'est une mode, mais en tout cas la pratique de faire des UI kits, c'est-à-dire des kits d'interface avec des boutons,
des articles tout faits, des menus et des changements d'état dessus, etc., uniquement en maquette graphique, ça se répand énormément aussi, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt à le faire. Et à côté de ça, c'est une méthode qui part du principe qu'un bon code CSS, c'est un code réutilisable et maintenable, et pas simplement qui fournit le rendu visuel attendu. Parce qu'un CSS qui produit le visuel attendu, c'est cool, mais si on peut le réutiliser et le maintenir, c'est quand même vachement mieux. C'est comme tous les langages de programmation informatique. Quelque chose qui marche, c'est bien. Quelque chose qui marche et que vous pouvez réutiliser et maintenir, c'est quand même beaucoup mieux. Dans l'idée, il ne faut pas voir ça comme... Enfin, c'est très peu, parce que c'est juste une méthode de travail, mais ça implique beaucoup de choses. Ça implique déjà de s'en remettre à sa rigueur personnelle. Et ça, c'est pas forcément facile. Vraiment, au départ, c'est un peu un casse-tête de savoir qu'est-ce qui va être un composant, qu'est-ce qui va être un élément, où est-ce qu'on s'arrête, est-ce qu'on fait tout composant pour que ce soit vraiment tout réutilisable, vraiment avec une granularité très petite ou pas. Ou alors, si vous êtes dans une équipe, ben, s'en remettre aussi à la rigueur de l'équipe, et s'il y a un relecteur de code, s'en remettre aussi à la rigueur du relecteur de code. Un autre gros intérêt, je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est qu'on n'a plus besoin de se fier au DOM pour nommer les blocs et les éléments. Et ça, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une structure HTML très complexe, avec des éléments qui seraient uniquement là, soit pour des histoires de référencement, soit pour des histoires de microdata, des choses comme ça. Vous en fichez. Là, par exemple, j'ai mis un exemple. On a un bloc avec 3 éléments. Ces 3 éléments sont imbriqués. Pourtant, moi, dans mon CSS, mes sélecteurs, ils vont avoir tous déjà d'une part la même spécificité, parce qu'ils vont être au même niveau, et d'autre part, comment dire, on va suivre l'ordre logique pour l'interface, pas pour un code HTML qui pourrait ne pas avoir trop de rapport avec vraiment le rendu de l'interface. Bon, ça je l'ai dit. C'est vrai que moi, il y a un intérêt que j'ai vu, que j'ai beaucoup apprécié, c'est que mettre en place des recos SEO que vous avez forcément, une fois que vous avez fini l'intégration, ou des microdonnées que vous avez forcément aussi en fin d'intégration, bah, c'est quand même vachement plus simple. Parce que, à contrario, si vous basez votre feuille de style sur des éléments, sur les niveaux de titre par exemple, et des choses comme ça, vous êtes sûr qu'au moment où le mec qui est censé vous donner, enfin, fille qui est censé vous donner les recos SEO vous les fournit, ben, vous allez risquer de péter votre intégration. Là, on est complètement détaché de ça. Et en fait, si on y pense, c'est que CSS s'occupe vraiment que de la forme. Il n'a plus de rapport avec le DOM, il n'y a plus de rapport avec le HTML, il a de rapport vraiment que avec l'interface. C'est beaucoup plus lisible pour tout le monde. Et donc, voilà un exemple de choses qu'on aurait pu voir avant. Je ne sais pas si je le sors d'un vrai projet ou je l'ai inventé, mais si je l'ai inventé, ça aurait pu très bien être dans un vrai projet. C'est pour répondre à des choses comme ça. Des sélecteurs qui sont complètement basés sur la structure du HTML. Si le HTML change, ça pète. L'autre inconvénient là-dedans, c'est que c'est illisible. Moi, je reprends ce code, je ne sais pas à quoi correspond ce lien. Je ne sais pas où on en est. Je pense que personne ne peut le dire. La spécificité aussi. Calculer la spécificité d'un sélecteur comme ça, c'est très compliqué. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ces histoires de spécificité? Un ID, c'est plus fort qu'une classe, qui est plus fort qu'un élément HTML. Et si on les combine, le calcul devient plus compliqué. Avec ce que je vous ai dit, avec BEM, on évacue tous ces problèmes-là. C'est des problèmes qui sont restés un problème très longtemps dans l'intégration. On les évacue complètement. Déjà, on partage des règles de nommage communes, donc ça c'est quand même vachement pratique quand on bosse à plusieurs sur un projet. On n'a pas besoin de se demander à quel élément de l'interface fait référence à un sélecteur CSS. Spécificité égale. Vous n'avez pas besoin de mettre de l'importante ou d'essayer de mettre des body trucs pour surcharger et donner un peu plus de spécificité à un sélecteur. Tout est égal. Les blocs sont complètement indépendants des autres.
ça rejoint un truc que je dis après, on se force à tout nommer. Et ça, c'est pas négligeable aussi. Vraiment, tous les éléments de l'interface et tous nos sélecteurs CSS vont être nommés. Il n'y aura pas de choses, comme je l'ai présenté là, on a des divs descendants directs de liens qui sont dans des divs, qui sont descendants directs d'une div, qui ne veut rien dire. Alors, effectivement, c'est plus simple à nommer, c'est plus simple à rédiger un sélecteur comme ça, même si c'est assez long, mais on ne sait pas à quoi ça fait référence. Le fait de se forcer à nommer, on donne du sens à notre code. Bon, surcharger du code est plus simple, ça rejoint l'idée que la spécificité est légale. À partir du moment où vous savez que toute la spécificité c'est un sélecteur de classe, à chaque fois, si vous avez besoin de surcharger un moment, et là on va le voir, ça va être le cas avec des modifiers par exemple, vous avez juste à mettre après, ce qui correspondra à des cas particuliers, et ça ne serait pas plus mal. Et la dernière chose, c'est que, vu que tous les blocs sont indépendants des autres et peuvent fonctionner indépendamment des autres, et vu qu'ils sont extrêmement bien nommés, en tout cas ils font directement référence à des éléments d'interface qui peuvent être identifiables, ils sont naturellement scopés. Quand on touche à un sélecteur CSS ou au contenu d'une règle CSS avec un sélecteur BEM, ben, vous avez peu de risque d'effet de bord parce que vous savez que ce sélecteur-là, de niveau qui correspond à une spécificité de classe, ne va concerner que lui. Il ne pourra pas être ailleurs, il ne pourra pas être utilisé ailleurs dans un autre composant, dans un autre bloc, c'est pas possible. Il y aura toujours le fait de se dire, bah, il est vachement plus simple, si j'ai besoin de surcharger des choses, des trucs comme ça, bah, je mets un important, et puis voilà. Bon, ça c'était un peu pour la blague. Comme je vous l'ai dit, importante si vous ne savez pas, ça évacue complètement la spécificité, et du coup, si on veut les surcharger, il faut remettre un important derrière, un autre important derrière, etc. Et maintenant, c'est impossible. Pour les exemples, je ne fais pas de live coding, parce que ça ne sert pas à grand chose. En fait, je pense que vous vous êtes rendu compte là dans la présentation que ce n'est pas une histoire de code finalement, c'est une histoire de comment on réfléchit le code en amont. Donc il n'y a pas tellement besoin de taper du code. Et là, c'est un exemple qui est d'un vrai projet. Là, j'avais un bouton. Il était sous cette forme-là, sur cet écran-là. Je savais qu'il y avait d'autres formes, parfois plus simples. Bon. Et voilà, je sais que là, j'ai mon composant de bouton. Et puis, même d'ailleurs, si j'avais pas de visibilité sur la suite, c'était pas très grave en fait. Je savais que de toute façon, j'aurais besoin de réutiliser des boutons. Par définition, un bouton, c'est un composant qu'on a besoin de réutiliser. J'ai fait mon HTML directement à côté. Alors là, je vous ai dit, j'ai fait un truc que je laissais, que c'était tellement dur de lui donner une définition à ce bouton que j'ai eu la flemme. Du coup, j'ai donné des indications graphiques dans mon sélecteur, dans ma classe, enfin dans mon modifier dev. Qu'est-ce qu'on a tout simplement? On a, là en l'occurrence, bon, c'est un élément A. On s'en fiche un peu de l'élément comme je vous l'ai dit, qui contient un span. C'est pareil, on s'en fiche de l'élément, enfin de l'élément HTML, ça ne va pas être important. Par contre, on a un composant qui contient un modifier. Hop. Mon composant est avec son modifier, with arrow and underline. Donc là, c'est des indications graphiques. Je vous l'ai dit, c'est pas l'idéal, mais bon. Si vous avez mieux, là, je prends, mais j'ai pas trouvé. Et ce bloc-là, il a un élément, c'est son label, son libellé. Élément inner. Ah oui, j'ai oublié de corriger ça. Je vous l'ai mis en SAS dans un premier temps. J'ai mis aussi la version CSS, tant mieux. Qu'est-ce que ça donne concrètement, par exemple, avec sans penser au code CSS, vraiment, j'ai pas mis de propriété valeur là. Mais qu'est-ce que ça donne concrètement? Mon bouton, on a mon composant, c'est le sélecteur qui est démarré. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça, on va peut-être commencer en CSS. Hop. Tout simplement, un sélecteur bouton avec le modifier. Après, comme ça, pour bien prendre en compte si j'ai besoin de surcharger des règles. Et l'élément ensuite. Et vous avez la version SAS là, parce que pour ceux qui me diraient, ouais, mais c'est vachement long de taper tous les trucs comme ça, SAS propose l'opérateur de concaténation, donc ça, c'est extrêmement utile en dev.
il y a un truc, donc par rapport à ce que je vous ai dit avant, et avec cet exemple-là, qu'est-ce qu'il y a à noter, c'est que, encore une fois, tous les sélecteurs CSS sont des sélecteurs de classe. Tous. Il n'y a pas de notion de parenté entre les, de notion de parenté au niveau du code CSS. Au niveau du langage, ils ont la même valeur. CSS ne sait pas que button label est un élément qui est à l'intérieur de bouton, de button. Il ne le sait pas. C'est tous des classes de même niveau. Je reviens sur mon truc. Si je rencontre un autre type de bouton, j'utiliserai un autre modifier. Là, en l'occurrence, j'avais déjà utilisé un modifier, mais je pense que mon bouton de base, il devait être, si je me souviens bien, violet tout simple, avec le texte en blanc. Bon, ben voilà, ça c'était mon bouton de base. Alors idéalement, comme je dis, on évite d'avoir des classes nommées selon des indications graphiques. Des indications de contexte ou d'état, c'est vachement plus intéressant. Là, je n'ai pas trouvé. Après chercher pendant longtemps. Effectivement, ça fait des classes assez longues à lire et à taper. Et à nommer surtout. Parce que bon, taper c'est une chose, mais alors les nommer, c'est du temps à passer, mais c'est du bon temps à passer. Enfin, du bon temps à passer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du temps qu'on récupérera plus tard. J'aurais dû dire ça. Si on va plus loin, avec BEM, ça c'était un exemple assez simple. Ce qu'on peut voir, c'est que des blocs peuvent contenir d'autres blocs. Il n'y a pas de problème. Vu qu'ils sont indépendants les uns des autres, on peut inclure dans la structure du DOM un composant dans un autre, un bloc dans un autre, et il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, ils sont bien scopés, les règles sont appliquées uniquement aux blocs concernés à ces éléments, donc normalement il n'y aura pas d'effet de bord. Un bloc peut être un élément d'un autre bloc. Et ça, c'est un truc moi, que je fais pas beaucoup. Il faudrait que je mette des... Ah ben non, oui. Je vais mettre en italique quand je veux. Voilà. C'est quelque chose que je fais pas beaucoup parce que si je commençais à faire ça, je sais très bien que j'ouvrirais... ce serait la pente glissante pour moi, je n'arrêterais pas de faire ça et ce serait lisible au final. Un bloc qui peut être un élément d'un autre bloc, j'en parlais tout à l'heure avec un pote, c'est par exemple, si on regarde ce gros composant c'est ce que j'appelle un push, une section de chronique pour un webzine, webzine de hip-hop, qui s'appelle Push Chronicles. Et dedans, en fait, vous voyez que tout ce qui concerne Push Chronicles, j'ai essayé de le mettre en évidence en rouge. Il y a des choses qui sont des blocs qui sont indépendants, que je pourrais réutiliser ailleurs, et qui, du coup, qui ne sont pas liés directement à Push Chronicles. Dans le CSS, dans ma feuille de style, je verrai rien qui va lier, par exemple, mon bloc thumbnail avec Push Chronicles. Mais le fait que j'ai prévu mon intégration de cette façon fait que je peux le réutiliser à plusieurs endroits. Quand je vous parlais plus précisément, avant de revenir en détail sur ces structures, je vous parlais du fait qu'un bloc peut être un élément d'un autre bloc. Ça peut être le cas, par exemple, si on prend l'exemple de ce bouton. Ce bloc de bouton, là, dans le cas de ce push de chronique, il a besoin d'être à droite. Il n'est pas au centre, et moi, je ne vais pas dire à tous mes blocs boutons de se mettre à droite. Ça n'aurait pas d'intérêt. Alors là-dessus, il y a plusieurs solutions. C'est soit mettre un modifier, tout simplement, soit, ce que je vous ai dit, faire en sorte qu'en plus d'être un bloc bouton, c'est un élément du push chronicles, c'est-à-dire que ce bouton, en plus, ça serait push chronicles underscore mort, un peu comme ça, par la suite, je sais pas. Moi, j'aime pas ça parce que j'aurais du mal à voir où j'en suis en fait tout le temps et qu'est-ce qui a donné. Donc, si vous allez voir le site, et je vous donnerai l'adresse tout à l'heure, je le règle en fait. J'ai un autre composant que j'ai pas indiqué là, qui enrobe les boutons et qui est un conteneur de boutons et qui permet de les aligner. Et qui permet aussi de donner les bons espacements, etc. Ouais. Si on revient quand même en détail sur cet exemple moins simple, mais très réaliste, c'est que, en fait, mon push de chronique, si on le décortique un peu, il n'a pas grand-chose. Il a juste un titre et des onglets, des tabs.
Le reste, c'est d'autres blocs. Il y a un bloc Sunday avec un modifieur dessus pour les chroniques, parce qu'en fait, dans ce webzine-là, il y a des miniatures, mais pour beaucoup de choses. Ça peut être des articles tout simples, ça peut être des articles de chroniques, ça peut être des articles qui vont présenter des dates de concert, qui vont présenter des radios ou des playlists. Et donc, à chacun de ces types de miniatures, j'ai un modifieur qui va préciser la nature du contenu. Et ensuite, c'est pareil, les miniatures ont un titre et un sous-titre. Et en dernier lieu, il y a mon blog. Qu'est-ce qu'il y a à retenir sur cet exemple? C'est qu'il y a une imbrication de blocs. Il y a un DOM, code HTML, qui peut être très fourni, qui peut être très complexe, parce que, en plus, ça là, c'est un carrousel au milieu. Donc ça peut être très très complexe au niveau de la structure pour avoir le niveau fonctionnel désiré, etc. Pourtant, d'une part, moi j'ai mes styles qui sont toujours bien scopés, je réutilise, vous avez vu là mes boutons, je réutilise mes miniatures à un endroit ou à un autre, ça fonctionne. Enfin, vous pourrez voir sur le site, là effectivement c'est une image, ça marche. Et ce sans avoir de changement de spécificité, j'ai toujours des sélecteurs de classe simples, sans profondeur. L'intérêt là-dedans, c'est que malgré, comme je l'ai dit, un code HTML qui peut être très complexe, avec beaucoup d'imbrications, avec une imbrication qui va être de toute façon obligatoire parce qu'au niveau fonctionnel j'en aurai besoin. Moi, ma feuille de style à côté, elle est lisible et rangée. Elle ressemble, c'est une plus grosse feuille de style, mais elle ressemble à ça une fois qu'elle est exportée parce que je ne fais pas trop de CSS, je fais surtout du SAS. Mais à la fin, on n'a que des choses comme ça. Et c'est quand même beaucoup plus lisible. Ça, c'est pour tous les avantages. Ça fait déjà quand même pas mal de choses. Enfin, moi, je trouve. Quand j'ai découvert ça, j'étais content. Maintenant, les limites. Parce qu'il y en a quand même. Et il y a beaucoup d'objections, en fait, à BEM par rapport à d'autres méthodologies de nommage ou juste de la façon de gérer ces styles. Et sélecteur à rallonge. Ça, c'est un truc que j'entends souvent. Mais en fait, le sélecteur à rallonge, c'est pas un vrai problème, c'est un faux problème. Enfin, s'ils sont longs parce qu'ils sont plus lisibles, ça pose de problème à personne. Au maximum, la seule vraie objection que j'ai vue à ça, c'est que la feuille de style est plus lourde au final. Mais c'est pas avec en ayant des sélecteurs un peu plus longs que la feuille de style va être vraiment plus lourde. Si vous avez 2 kg sur une grosse feuille de style, c'est un maximum. Et surtout, le gain est quand même non négligeable en dev, et puis même, si vous voulez vraiment pré-compresser votre feuille de style, l'histoire du poids de la feuille de style, normalement, c'est plus un problème. Bon, l'idée, c'est de ne pas abuser non plus. Effectivement, si vous faites de la longueur dans les sélecteurs pour faire de la longueur, ça n'a aucun intérêt. Puis ce que je mets à côté, c'est que, effectivement, ça, d'un côté, va faciliter le fait en concaténant, avec son opérateur de concaténation, va permettre de faciliter un peu et d'éviter de répéter les noms de blocs, par exemple. Et à côté, un moteur de template, mais quel qu'il soit, même avec WordPress, vous définissez une variable pour le bloc, et ensuite vous mettez les éléments, et ensuite, je le fais avec React aussi. Enfin, ça, c'est des choses qui montrent que c'est pas un problème. Alors, effectivement, par contre, si vous faites tout en HTML statique et en CSS pur, sans entrée de processeur, là, vous allez devoir taper un peu plus de choses. Mais bon. Deuxième truc, c'est une vraie question, c'est que la créa ne réfléchit pas forcément en composants. C'est vrai, enfin, je ne sais pas si vous arrivez beaucoup de fois d'avoir des UI kits pour un projet. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Peut-être une fois, mais je m'en souviens plus tellement. C'est pas un vrai problème non plus, c'est un faux problème, parce que en fait, dans tous les cas, vous allez devoir taper plus de code lié à des variantes en fait, qui n'auraient pas forcément été bien pensées en composant, avec des émergements qui seraient un peu hasardeux parfois. Ça fait plus de modifiers, ça fait plus de cas particuliers qu'il va falloir traiter, soit avec des blocs qui vont être à la fois des éléments, soit avec des modifieurs, mais ça ne nous empêche pas de penser, nous,
à l'intégration en composant, en bloc. Je dis bloc ou composant, pour moi c'est un peu indifférent, mais je ne sais pas si c'est très clair. N'hésitez pas à me dire si c'est pas le cas. Alors j'utilise des libres JavaScript, des plugins WordPress et des choses comme ça, et ça par contre c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que à partir du moment où vous avez du code tiers qui injecte de HTML, qui influe sur votre DOM, ben, il ne va pas forcément utiliser ça va être du code de quelqu'un d'autre qui ne va pas forcément utiliser la même nomenclature. Et à partir de là, vous allez peut-être avoir besoin de le surcharger. Bon. J'y ai été confronté beaucoup de fois. Récemment, j'ai beaucoup bossé sur du WooCommerce par exemple, et je vous garantis que concilier BEM avec la feuille de style de WooCommerce de base, c'est du gâteau. Mais j'y suis quand même arrivé à faire des trucs pas trop simples. Heureusement, avec SAS, en étonnant des classes, en faisant des placeholders, des choses comme ça, pour arriver à quelque chose de quand même assez propre. Une autre vraie objection, c'est de se dire que j'ai pas assez de visibilité sur un projet pour prévoir tous les composants. C'est-à-dire, par exemple, j'ai juste la page d'accueil et je n'arrive pas à voir ce qu'il y a au-dessus, donc j'arrive pas à savoir si j'aurais besoin de mon bouton, si ça va être un bouton que je vais pouvoir réutiliser, etc. Alors, pour moi, c'est un peu la même chose que ce que je disais tout à l'heure, c'est que un bouton, par exemple, fait des choses un peu aussi avec l'expérience, on voit qu'il y a des choses qui vont être réutilisées ou pas. Mais surtout, c'est un vrai problème, mais c'est pas un problème c'est pas un problème d'intégration, c'est un problème de gestion de projet. C'est juste que il faut qu'on vous donne assez de visibilité pour travailler si vous voulez. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai noté pour les limites de BEM, sachant que ça fait 2-3 ans quand même que je travaille avec. Dans des projets pas forcément toujours très sexy ou pas forcément à la pointe c'est pas toujours du React avec plein de trucs dernier cri, et ça m'a jamais quand même posé plus de problèmes que ça. Les plus gros problèmes, si c'était les feuilles de style tiers qui sont incluses, par exemple WooCommerce. C'est celle que j'ai en tête actuellement, désolé, mais c'est une réalité. Si on fait un petit comparatif vite fait, j'ai été très rapide là-dessus, parce que déjà au CSS ça fait un an que j'en ai pas fait, ça fait 3 ans. Il est beaucoup moins verbeux, et ça c'est vrai que c'est souvent une qualité qui est donnée par rapport au CSS. Il se base aussi sur une logique de composants, mais où chaque classe fait un objet en fait. C'est un peu différent. Et moi, il faut savoir que j'ai eu quand même du mal à penser BEM quand je venais de CSS. C'est une logique qui est quand même assez différente. On empile des classes pour modifier l'apparence, et ça fait le boulot. Mais pour moi, un problème, quelque chose qui me tient à cœur quand même, c'est de savoir toujours où j'en suis au niveau de la spécificité. Un truc que je fais, il faut que je puisse savoir, que je sache à n'importe quel moment du projet comment je peux le défaire ou comment je peux le modifier. C'est une manie, mais je pense que c'est une bonne chose. Et les classes peuvent se baser sur leur rendu graphique. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas forcément non plus parce que c'est pas forcément utile. Je préfère penser en termes de changement d'état, en termes de changement de contexte ou de choses comme ça, plutôt que le rendu graphique en lui-même. Voilà. En fait, oui, c'était très rapide. Et l'idée là-dedans, c'est BEM ou autre chose, je m'en fous un peu en fait. L'idée, c'est d'appliquer une méthode dans tous les cas. L'idée de faire du code CSS à l'ancienne, c'est-à-dire tant que ça marche, c'est bon, ça c'est plus valable. On a besoin de pouvoir réintervenir sur les projets, on a besoin de pouvoir modulariser des projets, il y a beaucoup plus d'attentes maintenant au niveau de la production, et il faut pouvoir le suivre quand même. Donc l'important, BEM, OCSS, Max, Atomic, etc., je m'en fiche un peu, mais s'il y en a une que vous préférez par rapport à une autre, tant mieux, tant que vous l'utilisez. À partir du moment où vous arrêtez de l'utiliser, là, on va plus être copains. J'ai été super rapide, de toute façon je m'y attendais.
parce que je voulais pas faire un truc non plus, pas faire du live coding, pas faire un truc super étendu. BEM c'est très concis et c'est pour ça que c'est aussi concis. Première conclusion, c'est moi pourquoi je suis passé de CSS à BEM. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une, alors je sais pas si c'est une mode ou vraiment une vraie volonté comment dire, pour avoir des projets de meilleure qualité au final au niveau de la qualité du code dans tout le processus de réalisation web qui est de penser en composants. Tiens, j'ai fait une faute. Ça doit pas être la seule. Mais voilà, de plus en plus dans tous les projets web, peut-être informatique, mais du moins des idées là-dessus, on pense en termes de composants et on pense en termes de modularité. Au départ, comme je vous l'ai dit, ça me posait problème, surtout au niveau des styles. Je n'aimais pas trop, je préférais avoir des styles globaux. J'aimais mieux ça. Mais petit à petit, je me suis rendu compte de l'intérêt du truc. Au niveau réutilisabilité, modularité, maintenance, c'est quand même non négligeable. Et en fait, c'est en bossant sur les technos comme React ou Vue ou des choses comme ça, en JS, que là, je me suis dit, au CSS c'est bien, mais BEM, dans ce contexte-là, dans ces technos-là qui sont très très orientés composants, c'est quand même vachement plus simple. Quand vous faites un composant React, vous avez votre bloc BEM à côté, les deux vont de pair, c'est quand même très très simple au niveau de lisibilité du projet. Moi, ça m'a imposé plus de rigueur dans l'organisation de mon code CSS aussi. Alors peut-être parce que j'avais tendance à faire n'importe quoi aussi avec le CSS, mais en tout cas, BEM m'a apporté un peu plus me force à nommer plus juste, à nommer plus longuement et apporter un peu plus de lisibilité à mon code. Et alors, moi je suis indépendant, donc je bosse sur des projets, des fois je bosse tout seul sur des projets, mais quand je dois les reprendre 6 mois plus tard, ben, je suis content d'avoir un truc lisible. Pas parce que je suis tout seul enfin, je me tirais une balle dans le pied si je faisais quelque chose qui était illisible pour moi-même dans 6 mois. Et aussi, moi, ce que j'ai constaté, c'est que toutes les phases de maintenance que j'ai sur des projets et les évolutions demandées, elles sont beaucoup plus rapides. J'ai beaucoup moins d'effets de bord. Vu que les styles s'appliquent uniquement à des blocs qui sont très très localisés, j'ai beaucoup moins d'effets de bord quand on me demande des évolutions, des correctifs. Et ça, je l'ai rajouté vite fait parce que c'est vrai que là, je vous ai dit, bon, comment on fait pour... qu'est-ce que c'est BEM, mais comment, en fait, c'est ma dernière conclusion. Comment est-ce qu'on fait pour bien commencer avec? Je pense que déjà, le premier truc, c'est pas commencer par du code. Déjà, ça n'a pas d'intérêt. Vous avez vu que la méthodologie, enfin, c'est une méthodologie. C'est pas une question de taper du code. C'est vraiment une question de penser le code et de réfléchir à l'interface et le CSS par rapport à l'interface. Et ensuite, étape par étape, penser l'interface comme un ensemble de composants et plus comme des écrans, des pages. Même si les écrans et les pages peuvent être des composants. Mais tout doit être des composants. Tout doit être des briques d'un projet. Des briques réutilisables, des briques modulables, on peut changer leur ordre, on peut les enlever. Tout doit être pensé comme ça. Identifier, organiser les composants et leurs éléments sur l'interface et pas dans le code. C'est-à-dire, tout bêtement, comme je l'ai fait au départ, quand vous avez une interface, moi ce que je fais généralement, je vais faire j'ai une page d'accueil par exemple, dans l'accueil graphique, je vais commencer à côté à faire mes partials SAS par exemple, et à les nommer de la façon dont les blocs sont nommés, et à commencer à créer des éléments à l'intérieur, tout simplement. Je mets rien dedans, il n'y a rien au niveau du HTML, ou alors, sinon je fais des templates HTML qui soient dans React ou dans d'autres, juste en précisant ces blocs éléments et éventuellement modifier si on a. Mais il n'y a pas de code à proprement parler. C'est plus en fait une façon de prendre des notes et un peu accélérée. Et préparer le nommage des classes et les appliquer au HTML. Moi, cette étape, comme je vous l'ai dit, je la fais un peu plus rapidement parce que c'est plus simple pour moi, mais vous n'êtes pas obligé. Je pense que la façon de le faire comme je l'ai fait au départ... hop, je vais retrouver avec le chat. Partir de quelque chose comme ça, c'est suffisant.
Et c'est le plus important. Vraiment, se faire une liste, même avec un bloc-notes juste à côté, c'est très très suffisant pour déjà bien réfléchir sur l'interface, bien penser comment faire organiser sa file CSS. Je crois que j'ai fini. Ouais. Merci. N'hésitez pas si vous avez des questions, soit maintenant, soit plus tard. Je reste un peu dans le coin. Ouais. Juste ajouter un truc, parce que ça fait aussi 1 ou 2 ans que j'utilise ça. Et ce que j'ai remarqué sur le niveau de l'utilisation, sur la reprise de code avec d'autres développeurs, surtout des bacs, qui ont tendance à outrepasser, à vraiment pas avoir la méthodologie, mais ça commence à changer. Mais justement, des ils ne comprennent pas forcément, et la reprise de code est compliquée moi c'est pas non, je prends en compte parce que je suis indépendant, mais quand on n'est pas sur les lieux pour expliquer vraiment comment ça fonctionne, ça peut vite devenir n'importe quoi, parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Ouais. C'est là où c'est compliqué en équipe, souvent de le mettre en œuvre. C'est ça, il faut que tout le monde soit d'accord. Tous ceux qui vont intervenir en tout cas sur le rendu. Mais il y a un truc quand même qui est intéressant, c'est que je pense pour avoir travaillé avec pas mal de développeurs back, c'est que souvent en plus ils ont tendance à te rajouter des éléments HTML comme ça vite fait, à l'arrache dans le template, qui arrive en fait d'une nouvelle fonctionnalité ou des choses comme ça. C'est l'intérêt aussi de BEM, c'est que même si la structure HTML change, tu gardes un peu de contrôle sur ce que tu as fait en tout cas. Et après tu peux éventuellement reprendre ce qu'ils ont fait. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. D'autres questions? Bon, très bien. Juste avant de finir, pas en rapport avec la presse, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait maintenant on a un Instagram.